Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour l'œil du juriste sur télé avec notre consultant, Maître Brice Oussou, avocat au barreau du Bénin, président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, il est question toujours du bail du bail d'habitation, donc de la loi sur le bail d'habitation. On parlera des obligations des deux parties, bailleur propriétaire et bien sûr du locataire. Maître Brice Oussou, bonsoir. Vous allez très bien? Par la grâce de Dieu. Alors, avec vous, on a commencé quelques jours par décortiquer la loi sur le bail d'habitation. On a parlé bien sûr du bail d'habitation, de ce que c'est que le bail d'habitation. On a également parlé de la résiliation du bail. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations qui incombent bien sûr les deux parties, le bailleur et le locataire. Obligation à l'entrée en bail et pendant le bail et à la fin du bail. On rappelle encore ce que c'est que le bail d'habitation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant les obligations. Merci Ariane. Comme je l'avais dit à une émission précédente, ces éléments que nous apportons à la disposition, que nous mettons à la disposition de vos téléspectateurs, les Béninois, entrent dans le cadre de ce que l'Union des jeunes avocats du Bénin souhaite avec ETélé dans le cadre d'un partenariat participer à la diffusion du droit. Nous parlons essentiellement pour commencer cette émission de la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 qui a été modifiée récemment en décembre de 2020. Cette loi dont l'intitulé est la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Alors donc c'est de cette loi que nous parlons. Je rappelle également que avant moi, ma consoeur Maître Gracia Diaba nous souhaitait parler de quelques aperçus à caractère général. Nous avions parlé la dernière fois de l'expulsion parce que ce sont des situations qui arrivent régulièrement. Et aujourd'hui, nous avons convenu de parler des obligations des parties à l'entrée en bail, pendant le bail et à la fin du bail. Et comme je l'avais dit, après moi, d'autres confrères passeront pour décortiquer avec vous d'autres aspects de cette loi-là. Et bien après, nous prendrons également d'autres tests de la République sur lesquels il y a des notions importantes à mettre à la situation des compatriotes. Alors, le contrat de bail, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est cette convention qui existe entre le propriétaire bailleur, c'est-à-dire celui qui a construit son immeuble ou qui l'a acheté, ou en tout cas la personne qui en est responsable, et le locataire, c'est-à-dire le preneur qui n'est pas propriétaire du local, mais qui veut l'utiliser pour son habitation, pour lui ou pour sa famille. Et entre les deux parties, il faut qu'il existe une convention. Ce sur quoi ces deux parties s'entendent. C'est cela qui est contenu dans le contrat de bail. Et au-delà de plusieurs autres aspects contenus dans ce contrat, nous avons choisi de parler aujourd'hui des obligations qui incombent aux parties. Quelles sont les obligations au moment de l'entrée en bail? Quelles sont les obligations pendant le bail? Et quelles sont les obligations à la fin du bail? Voilà, alors, si vous permettez, on peut déjà, comme on l'a annoncé, parler des obligations à l'entrée en bail. La loi dispose qu'il faut qu'il y ait un contrat signé entre les parties. J'ai actuellement à mon niveau un dossier où un locataire est allé voir l'agence de gestion immobilière qui est prévue par le test actuellement, qui est l'intermédiaire entre le propriétaire bailleur et lui pour prendre le bail, pour prendre les meubles. Il a commencé à y vivre, mais il n'a pas signé le contrat. De sorte qu'à un moment donné, il ne payait plus le loyer. Il n'utilisait pas le cadre en bon père de famille. Et lorsque l'agence immobilière l'interpelle, il dit de toutes les façons, je n'ai pas signé un contrat, donc je peux faire ce que je veux. Ce qui n'est pas vrai. La loi dit, certes, il faut signer un contrat écrit, même si le contrat, il n'y a pas un document écrit, du moment où vous avez pris
le local, vous y habitez et vous payez le loyer, ou en tout cas on peut rapporter la preuve que ce n'est pas pour vous et que vous êtes passé par quelqu'un ou l'agence ou le propriétaire pour prendre possession des lieux et l'habiter. Il y a un contrat qui existe déjà. Et si vous n'avez pas signé un contrat spécifique qui contient des clauses spécifiques, eh bien, lorsqu'il y aura une difficulté, on va vous appliquer les dispositions générales de la loi. Mais pour se prémunir contre tout cela, la loi dispose qu'il faut un test écrit. Donc, il faut signer un contrat écrit. Et au cas où, pour les personnes, puisque c'est récemment, ça a été, il y a eu des nouvelles... Il y a toujours eu des écrits par le passé, mais tout le monde n'avait pas d'écrit. Justement, et pour ceux qui n'avaient pas d'écrit, qu'est-ce il est bon que les personnes se mettent en règle et que les propriétaires bailleurs proposent des écrits à leurs locataires, ou que le locataire propose un écrit à son propriétaire bailleur pour qu'un document écrit soit signé entre les parties et qui précise les termes du contrat. Parce que qu'est-ce qui prouve lorsque le propriétaire vient réclamer après qu'il veut 60 000 francs de loyer et qu'est-ce qui prouve que c'est 60 000? Il faut peut-être aller rechercher les factures ou les reçus. Si après 1 ou 2 ans, il dit qu'il va augmenter de tel pourcentage, qu'est-ce qui prouve que cela est écrit? Encore que l'actuelle loi a prévu tout ceci est désormais réglementé. Aucun propriétaire ne peut plus se lever et dire qu'il augmente de tel pourcentage le loyer. On peut réviser, mais les conditions de révision sont actuellement prévues par la nouvelle loi. Donc, il faut un contrat à l'entrée en bail. Il faut aussi ce qu'on appelle un état des lieux. Vous savez, j'ai également géré un dossier récemment où une amie à moi m'a vu parce qu'elle a quitté un local, mais au moment où elle a quitté, elle avait sa caution qui avait été déposée et elle a eu du mal à récupérer la caution. Mais après, ce sont les propriétaires, les bailleresses, qui ont dit, mais madame, elle a refait la peinture, refait les choses, remis l'immeuble, le local en l'état comme elle pouvait. Mais après, on est venu lui dire non, il y a telle chose qui est endommagée, vous devez réparer. Il y a telle chose qui est endommagée, vous devez réparer. Et mon ami à question, qui est ma cliente, qui me dit, mais c'était comme ça quand j'ai pris. Cette ampoule ne fonctionnait pas. Cette chasse d'eau ne fonctionnait pas. Donc, elle a eu du mal à s'expliquer. Les gens ont dit non, la chasse d'eau ne fonctionne pas. Non, on ne peut pas louer à un nouvel occupant comme ça. Mais elle a dit, c'était comme ça quand j'ai pris. Alors, c'est sa parole contre celle des autres. Les autres ont dit, mais vous êtes sûr que c'était comme ça et pourtant vous avez pris en location. Les deux se sont mis à discuter. Vous voyez, il n'y avait pas d'entente. S'il y avait un état des lieux signé des deux parties, au moment de l'entrée en bail, il suffit de consulter le document. Qu'est-ce qui était en bon état de marche lorsque le locataire a pris? Qu'est-ce qui était défectueux? Même les choses qui sont en bon état de marche, quel est leur état? Dans quel état le locataire a pu retrouver ces choses? Parce que, vous savez, il y a des propriétaires tellement véreux qui veulent profiter de l'obligation pour le locataire qui est en train de partir, on va voir ça à la fin, de remettre en l'état le lieu pour vouloir renouveler certaines choses. On veut renouveler la chasse d'eau, on veut renouveler ceci, on veut renouveler cela, alors qu'un immeuble est appelé à connaître de la dépréciation. Donc, il ne revient pas au locataire de remettre à neuf l'immeuble en partant, mais il lui revient simplement de remettre en l'état dans lequel on peut normalement trouver l'immeuble après que cet immeuble a été utilisé pour ce temps. Exactement. Voilà, donc l'état des lieux est important et ce sont les dispositions des articles de l'article 13 de la nouvelle loi qui dispose quant à la manière dont il faut faire cet état des lieux. C'est un document qui peut être constaté par huissier ou bien ça peut être un document sous seing privé signé des parties qui est annexé au contrat. D'accord. Et toujours pour l'entrée en bail, il faut également parler du loyer. Oui, il faut s'entendre sur le loyer, quel est le montant du loyer, et cela est inscrit forcément, cela est inscrit dans le contrat de bail. Et on peut parler des conditions dans lesquelles, de quel pourcentage le loyer peut être révisé après telle ou telle période. Tout cela est contenu dans le contrat. Voilà pourquoi il est bon d'avoir un écrit. C'est vrai qu'on a abordé une partie avec le maître Gracia, comment le loyer est calculé. Voilà pourquoi je ne reviens pas sur ces détails-là, puisque c'était déjà passé. Effectivement. Voilà. Alors, on parle à présent de la phase de bail. Le bail vient d'être signé, donc nous sommes en cours de bail, si je peux m'exprimer. Donc, pendant le bail, est-ce qu'il y a des obligations Bien évidemment.
tant le propriétaire bailleur que le locataire ont chacun d'eux des obligations. Lorsqu'on prend par exemple le propriétaire bailleur, il a l'obligation au regard de la loi de délivrer un logement en bon état au locataire, et il a l'obligation pendant que le bail, il délivre à l'entrée en bail, et il doit pouvoir préserver le locataire de toutes les nuisances à un logement en bon état pendant que le bail est en cours. C'est son obligation à lui. Il doit pouvoir, lorsqu'il y a des grosses réparations, qu'est-ce que la loi appelle grosses réparations? Par exemple, une poutre est endommagée ou va être endommagée. Il y a peut-être une bonne partie de la toiture, tout ce qui a rapport aux grosses œuvres de l'édifice. Lorsqu'il y a un problème par rapport aux grosses œuvres de l'édifice, ben, cela est de la responsabilité du propriétaire bailleur. Le propriétaire bailleur doit également garantir le locataire contre ce qu'on appelle les troubles de jouissance, c'est-à-dire tout ce qui est environnant, est-ce que tel que les voisins, le local du voisin est positionné, est-ce que ça n'empêche pas le locataire d'avoir son intimité, est-ce que il y a quelque chose qui est construit à côté et qui bloque le vent, qui ne peut pas entrer dans le local de celui qui a pris l'appartement en bail. Tout ce qui peut troubler la bonne jouissance du local par le locataire, cela doit être de la responsabilité du propriétaire bailleur de garantir le locataire contre tous les troubles possibles de la jouissance. Donc ça veut dire que depuis la construction, normalement, si il faut le tenir propriétaire, il faut tenir compte de ces tout choses ça. pour que celui qui prend un appartement en bail ne puisse pas être tout le temps troublé dans sa jouissance. C'est ça. S'il y a des choses à corriger pendant qu'un locataire est là, cela est de la responsabilité du propriétaire bailleur d'apporter des correctifs pour garantir. Et les troubles de jouissance, ce sont les nuisances tant en termes du comportement des voisins qui sont du chef. Je ne sais pas, vous avez mis votre enfant peut-être dans la maison, vous avez loué une partie à un locataire, et comme l'enfant estime que c'est l'immeuble de son père, ben lui se lève, il fait ce qu'il veut dans la maison, et il se comporte à l'endroit des locataires comme si ce sont ses employés ou si ce sont les personnes qui sont sous sa responsabilité ou sous ses bottes. C'est le propriétaire bailleur qui doit garantir tout cela à l'endroit du locataire. Alors, mais quand on prend le locataire, il y a bien d'autres responsabilités qui incombent au propriétaire bailleur, mais on peut passer, je suis passé sur certaines qui sautent à l'œil, qui ont rapport à des situations les plus courantes. Mais quand on prend le locataire, son obligation principale, et cela est souvent cause de rupture du contrat de bail et de demande d'expulsion, c'est payer le loyer convenu. Le payer, non seulement le payer, mais le payer régulièrement. Parce que le défaut de paiement de loyer est une cause de demande de rupture de contrat et de demande d'expulsion. Et l'irrégularité dans le paiement est également une cause. Il ne suffit pas de dire je paye, mais si vous ne payez pas tous les mois comme convenu, s'il a dit que vous devez payer à l'avance le 5, et vous ne payez pas, vous payez le mois suivant, vous payez une fois, c'est 3 ou 4 mois après, vous payez une fois, c'est 3 à 4 mois après, vous payez une fois, on dira que vous payez, mais vous payez de façon irrégulière. Et c'est une cause de demande de rupture et d'expulsion. Encore que avec la nouvelle loi révisée récemment, le propriétaire n'a plus le droit d'aller vers le locataire avec les pieds de grue pour réclamer le loyer. C'est apparemment le locataire qui doit se porter vers le propriétaire bailleur pour... le loyer, le prix du loyer est portable par le locataire. Il n'est pas en principe quérable par le propriétaire. Donc, le locataire sait où et comment il doit payer le loyer. C'est à lui de faire cette démarche du paiement. S'il faut verser sur le compte bancaire, s'il faut aller payer à l'agence immobilière, ou s'il faut envoyer ça au propriétaire par mobile money, ou bien s'il faut aller lui porter cela à domicile, en tout cas en un lieu indiqué par le propriétaire bailleur, il revient au locataire de le faire. Maintenant, si le propriétaire n'a pas été payé dans les temps, dans le délai, il ne peut pas appel vocal, ou bien pas, s'il n'a pas d'agence immobilière qui s'en occupe, ou bien pas message écrit, ou bien pas toute correspondance laissant trace écrite, réclamer ou demander. Et ça, on peut dire que c'est une demande, une réclamation à l'amiable. C'est lorsque il se dit, ce locataire commence par
me peser dessus, je ne peux plus, ou je pense que je pourrais me séparer de lui, qu'il peut commencer à mettre en œuvre les dispositions des articles, je crois, 77 et 78 parlé à la dernière émission. Voilà, donc, et faire les formalités requises par la loi pour se séparer de son locataire. Donc, il doit payer le prix, le locataire, il doit... C'est à lui qu'incombe ce qu'on appelle les petites réparations. Les grosses réparations sont de la responsabilité du propriétaire bailleur, mais les petites réparations, ou ce qu'on appelle les réparations d'entretien, sont de la responsabilité du locataire. Exemple, on vous a loué un immeuble, la lampe de la terrasse ou de la véranda, comme on dit, était en bon état de marche lorsqu'on vous l'a loué. 6 mois après, cette lampe se grille. Vous n'appellerez pas le propriétaire pour lui dire de venir vous changer la lampe. Non, ça c'est une réparation d'entretien. Vous utilisez la maison, le robinet de la cuisine qui fonctionnait, a eu un dysfonctionnement, il ne fonctionne plus, l'eau ne sort plus. Vous n'appellerez pas le propriétaire pour vous changer le robinet, c'est à vous de le changer. Il y a une porte dont la clé, on vous a remis une clé en bon état de marche. 3 ou 4 mois après, une clé s'enrouille et ne fonctionne plus, vous n'appellerez pas le propriétaire bailleur, vous changez la clé. On vous a loué un immeuble avec une porte dont les gonds fonctionnaient très bien. Il y a un gond qui commence par ne plus fonctionner, la porte s'incline légèrement lorsqu'on veut la fermer, vous n'appellerez pas le propriétaire bailleur, vous changez vous-même. Donc, c'est une petite chose les choses qui s'usent de par l'utilisation que fait le locataire. Lorsqu'il y a des réparations à faire à ces niveaux, cela est de la responsabilité du locataire. Voilà ce qu'on appelle les petites réparations ou les réparations d'entretien. Il y a aussi une obligation qui incombe au locataire, faire usage du local en bon père de famille. C'est-à-dire, quand on dit bon père de famille, c'est quelqu'un qui fait les choses avec responsabilité. Quelqu'un qui utilise ce qu'on lui a confié comme s'il était lui-même le propriétaire. Donc, il en prend soin comme si c'était sa propre chose. Voilà ce qu'on appelle prendre soin d'un immeuble ou d'un local en bon père de famille. Et puis, lorsque vous utilisez le local et vous faites subir des dégradations qui ne touchent pas l'existence même de l'immeuble, qui ne sont pas des défauts de fabrication, de construction, et qu'il y a des dégradations qui sont de votre fait, c'est vous, le locataire, qui faites face à cette dégradation-là. Donc voilà, entre autres, il y en a d'autres qu'on peut citer, mais au regard de ce qui est courant, qu'on remarque, voilà les obligations qui incombent au locataire et il doit pouvoir les assumer. Et voilà, nous sommes à la fin du bail. Voilà. Les obligations à la également. Fin du bail, et c'est à ce niveau qu'il y a souvent beaucoup de quiproquos quand on veut se séparer. C'est ça. Alors, vous voyez, la question de la caution a été réglée désormais par la loi. Il y a des propriétaires qui réclamaient 12 mois de loyer, 6 mois. La loi est claire maintenant. C'est 3 mois. Et puis c'est fini. Alors, et on va peut-être revenir les démarcheurs qui prenaient un mois entier de loyer. La loi est claire, c'est 50% du loyer, d'un loyer. Et il y a beaucoup de détails par rapport à cela. Une autre émission, et Maître Adjaba vous en avez déjà parlé. On pourra y revenir avec d'autres confrères de façon beaucoup plus détaillée parce qu'il y a beaucoup de soucis à ce niveau entre les démarcheurs et les propriétaires bailleurs et les locataires. Mais à la fin du bail, comme j'ai commencé à le dire, ici, le bail finit, comme je vous l'avais dit à une émission précédente, soit à l'initiative du locataire, ce que moi j'ai appelé le départ volontaire, pour une raison qui lui est propre, ou bien il y a des clauses du contrat qui n'ont pas été respectées et le propriétaire demande la résiliation, ou bien c'est le propriétaire lui-même qui veut récupérer l'immeuble pour un usage personnel, familial ou professionnel. Il peut demander que vous partiez. Et là, ce qu'il faut, il faut faire une mise en demeure. L'une ou l'autre des parties qui veut que le bail finisse doit pouvoir notifier cela à l'avance à la partie adverse. Je compte reprendre mon immeuble si c'est le propriétaire à telle période. Si c'est il veut récupérer l'immeuble pour un besoin familial ou personnel, il écrit et l'autre comprend, il lui donne un préavis, il s'en va. Mais si c'est le non-respect des clauses, procédure au tribunal pour demander l'expulsion. Alors, il faut un préalable. Il faut un préalable, donc soit une mise en demeure, si c'est une fin contentieuse, ou quand la fin n'est pas contentieuse, on notifie juste à l'avance par un préavis. Préavis de combien de mois? Oh, cela est variable. Je crois qu'on va peut-être prendre une émission et en parler cette affaire, parce que ça aussi c'est beaucoup d'histoires, de conflits. On va revenir là-dessus avec un autre confrère qui va certainement en parler. Et si on décide de faire la procédure contentieuse, comme je l'ai dit, il faut une assignation.
il faut une mise en demeure par exploit d'huissier, il faut une assignation par exploit d'huissier. Lorsque la décision est rendue, il faut notifier cela à la partie, le locataire, par exploit d'huissier, et c'est l'huissier qui fait procéder à l'expulsion du propriétaire bailleur, n'a même pas besoin de se présenter sur les lieux. Maintenant, si ce n'est pas la voie contentieuse et que le propriétaire veut reprendre son immeuble simplement alors qu'il y avait aucun conflit, il en parle au locataire, lui donne un délai, un préavis pour chercher un autre immeuble et que celui-ci a cherché l'immeuble. Au moment de partir, il suffit juste que les questions relatives à l'état des lieux soient réglées. On fait le point, qu'est-ce qui s'est dégradé, qu'est-ce que le locataire doit remplacer, réparer, et si soit il le fait lui-même avec accord du propriétaire, ou bien il peut demander au propriétaire en question, et c'est à cela que servent les 3 mois de caution, de prendre au niveau de son dépôt de garantie, qui est la caution de 3 mois, et de pouvoir faire les dépenses à ce niveau. Attention, au moment de partir également, il ne faut pas que le locataire puisse laisser des dettes relatives à l'eau, à l'électricité et au téléphone. Parce que, téléphone, surtout quand c'est Benet Télécom, parce que lorsqu'on doit à ces services publics qui fournissent ces services-là, ce n'est pas une simple affaire civile, c'est également une infraction à la loi pénale. Okay. C'est une infraction à la loi pénale que de laisser des factures d'électricité non payées, des factures d'eau non payées, c'est prévu. Donc le locataire doit pouvoir régler tout ça. S'il pense qu'il peut jouer au petit malin en laissant ces factures-là impayées et partir, et que le propriétaire... Parce que vous savez justement, lorsque ce n'est pas payé, on ne va pas chercher le locataire d'abord, la SBE ou la SONEB viennent couper d'abord le compteur, et cela est une difficulté qui est créée au propriétaire bailleur. Et c'est parce que beaucoup de personnes l'ont fait par mauvaise foi dans le passé que le législateur a créé cela, a instauré cette infraction pour décourager les personnes qui pensent qu'elles sont plus intelligentes que d'autres. Donc voilà globalement, si on peut dire, les conditions dans lesquelles le bail doit pouvoir prendre fin et comment il faut gérer la fin du bail. Et comment est gérée la caution alors? Parce qu'on oui, si le locataire en partant, il fait la remise en l'état comme on dit, il doit remettre en l'état l'immeuble. Je dis bien, la remise en l'état ne signifie pas la remise à neuf. Oui. Voilà, remise en l'état, c'est remettre en état d'utilisation ultérieure par un autre. En tenant compte bien sûr du fait que cet immeuble qui a été utilisé par un premier locataire pendant 4 ans ne peut forcément pas être dans le même état que celui qui vient le récupérer après 4 ans d'utilisation. Mais il faut remettre en l'état, c'est-à-dire en état de bonne utilisation, d'utilisation ordinaire par un autre. Donc, il faut pouvoir faire cela. Et la caution, soit le locataire qui sort prend ses propres fonds. S'il ne veut pas que le propriétaire touche à sa caution, il prend ses propres fonds pour refaire la mise en état, refaire la peinture, s'il y a des portes qui sont endommagées, les réparer, remettre les clés, les fenêtres, tout nettoyer, tout essuyer pour que cela soit pratiquement dans le même état dans lequel il avait trouvé l'immeuble lorsqu'il le prenait. En fait, c'est cela. Il faut remettre, si les peintures et consorts n'étaient pas faites par le locataire qui est parti, et c'est celui qui intègre, qui a fait les peintures lui-même, il n'aura alors pas l'obligation de remettre la peinture en partant. Donc, il faut remettre l'immeuble en l'état dans lequel on l'avait trouvé en le prenant. En fait, c'est cela. Et il est bien, ce qui protège les deux parties, que on fasse un état des lieux, de sorte qu'en partant, le locataire tienne compte de ce qui est décrit dans l'état des lieux pour remettre en l'état l'immeuble, c'est-à-dire il le remet en l'état dans lequel c'est décrit dans le document intitulé état des lieux. Alors soit il le fait sur fonds propres et là il récupère auprès du propriétaire bailleur sa caution, ou bien il peut demander au propriétaire bailleur d'avoir puisé dans la caution pour faire sa réparation et tout le monde est quitte. S'il y a un reliquat, on va le reverser. Et je suis un citoyen lambda, je n'ai jamais mis pied à l'école, je ne comprends rien de tout ça. C'est vrai qu'on en a parlé sur E-Télé. Comment je fais pour avoir un huissier, par exemple? Oh, les huissiers, vous voyez tout ce que j'ai dit, les huissiers, il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est pas compliqué. Vous allez, au niveau de notre juridiction, c'est affiché dans certains endroits, vous allez voir la liste des huissiers, la liste des notaires, c'est là. Vous avez besoin d'un avocat, comme j'ai souvent à le dire, soit vous demandez à un parent ou à un ami si un avocat vous conseille, si vous n'en avez pas, ou bien vous portez au tribunal, dans certains couloirs où vous allez voir la liste du tableau, vous regardez le nom qui vous inspire, vous l'appelez, vous allez à son cabinet, il va vous aider. Très bien.
Là, c'est bien clair à tous les niveaux. Merci beaucoup, Maître Brice Soussou. Je rappelle, hein, Maître Brice Soussou, vous êtes avocat au barreau du Bénin, du Bénin et président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, il était question des obligations des deux parties, propriétaires bailleurs et du locataire. Un plaisir toujours de vous avoir dans nos murs. Merci beaucoup, Maître Brice Soussou. Merci, c'est vous. C'est moi qui vous remercie et longue vie à ce partenariat entre le JAB et Télé. Certainement, une prochaine émission, un autre membre, jeune avocat, membre de l'UJAB, va certainement venir exposer avec vous un autre sujet. Ça me fera très plaisir. À très bientôt.